Délire, hallucination, retrait social, comportement désorganisé, génie, excentricité et une beauté hors du commun. Le personnage dont nous allons parler maintenant a été le cofondateur de l'un des groupes les plus célèbres de tous les temps. Je parle de Kate, Roger Barrett, mieux connu sous le nom de Syd Barrett. La vie et les exploits de Syd Barrett continuent encore aujourd'hui d'intéresser, voire, j'ajouterais, d'obséder des millions de fans, jeunes et moins jeunes. Et tout cela n'a fait que le consacrer, encore plus à la légende éternelle. À plusieurs années de distance désormais depuis sa disparition, nous continuons à rêver sur les notes de ce groupe qu'il a cofondé avec Roger Waters, à savoir les Pink Floyd. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Linda, et cette chaîne s'appelle Morbid One et quoi? Je parle à chaque fois de la vie d'un personnage légendaire du monde de la musique. Générique. Les images de Syd Barrett sortant en débardeur, ayant pris du poids. Allant acheter un journal, nous nous en souvenons tous un peu, non? Cet homme qui ne retirait même pas l'argent des droits d'auteur, imaginez un peu, était protégé par un noyau familial qui était resté, sa seule raison de survie. Pendant des années, Syd Barrett a été qualifié de schizophrène. Aujourd'hui, en revanche, de nombreux spécialistes s'accordent à dire qu'il souffrait en réalité d'une forme particulière d'Asperger. Le syndrome d'Asperger est une condition du spectre autistique qui s'accompagne très souvent de la normalité, mais qui, dans le cas de Syd Barrett, a été poussée à l'extrême en raison de son usage massif de substances. Tout cela prend encore plus d'importance si on le lie au contexte historico-culturel dans lequel Syd a vécu, c'est-à-dire celui du space rocket et de la psychédélie qui l'ont rendu encore plus vulnérable. Mais commençons par le début, comme toujours. Roger Kate Barrett naît le 6 janvier 1946 à Cambridge dans une famille illustre de la classe moyenne qui vivait au 60 de Gleason Road. Son père, Arthur Max Barrett, était un pathologiste très estimé et était apparenté à Elizabeth Barrett. Anderson, qui était une éminente doctoresse et chirurgienne ayant vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Edith Barrett n'était que la dernière partie de cette lignée génétique si importante, car même son père, Max, était un homme d'une intelligence exceptionnelle. Il avait de nombreux talents parmi les plus divers. Il était l'un des plus grands. Expert en botanique et mycologie d'Angleterre, il était ornithologue, artiste, sportif et est, ensuite devenu un pathologiste éminent, comme on le définissait. À l'époque, cependant, et nous parlons du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, personne ne savait que Max avait le syndrome d'Asperger. Quoi qu'il en soit, Max épousa Winifred Fleck Hibbs, qui était justement la mère de Syd, et Syd Barrett était le quatrième des 5 enfants du couple. Dès son plus jeune âge, Syd a montré qu'il était un enfant, pour ainsi dire, spécial. Comme son père, il était très enclin au dessin, mais il était aussi obsédé par les jeux de mots. Il était constamment à la recherche de mots qui avaient le même son, mais un sens complètement différent. J'ai beaucoup de mal à appeler Syd par son vrai nom, car à cette période de sa vie, il était encore appelé Kate Roger, ou plutôt pour les amis et la famille, c'était Roger. Son enfance fut très belle. Il grandit aimé par ses frères, ses sœurs, sa famille. Et surtout, il était adoré par Rosemary, qui était la plus jeune sœur. Quoi qu'il en soit, Syd est né en 1946 et ce n'est qu'en 1960 qu'il s'est intéressé à la musique, c'est-à-dire à la guitare. Malheureusement, son père est mort très jeune, à l'âge de 5 ans, 52 ans à cause d'une tumeur, et bien que Syd en ait probablement été très attristé, il n'a jamais manifesté sa douleur, du moins pas de la même manière que ses frères. Nous en arrivons à parler de pourquoi Syd a été surnommé ainsi par ses amis. Parmi les nombreuses qualités de Syd, il y avait celle de la comédie. Il savait très bien faire des imitations et s'amusait à faire rire ses amis, camarades de classe. Sid James était un comédien qui faisait fureur en Angleterre à cette époque et dont Kate Roger savait très bien l'imiter. Et c'est ainsi
que nous comprenons pourquoi il s'appelait Syd Barrett, parce qu'il voulait adopter ce nom. Près de chez Syd, il y avait un garçon un peu étrange lui aussi, et c'était un garçon extrêmement intelligent. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans cette rue. Dans ce contexte, cependant, ils ont dû répandre une poudre magique. En somme, parce que nous verrons plus tard. Ensuite, de toute façon, dans la même rue que Syd Barrett, il y avait ce garçon, un garçon qu'il appelait mon ami aux grandes dents. Vous aurez compris que je parle de Roger Waters. Roger Waters, en plus d'être un garçon très intelligent, était également extrêmement traumatisé par la mort de son père. En effet, son père, imaginez, était mort à Anzio, en Italie, pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, il y avait un autre garçon dans cette rue. Pas exactement dans celle-là, mais dans une rue adjacente, qui était lui aussi très talentueux. Mais il était le plus beau de tous. Il était même plus beau que Syd, et c'était justement David Gilmour. C'est pour cela que je vous dis, les gars, mais que se passait-il en Angleterre à cette époque-là? Mais vraiment, Syd et Roger ont formé leur premier petit groupe musical que je ne sais pas prononcer, donc je vais le lire. Il s'appelait Gay of Moth and the Mothhouse. L'ai-je bien dit? Aidez-moi, écrivez-le-moi dans les commentaires. Nous arrivons en 64, Syd Barrett se rendit dans la capitale et commença à suivre divers groupes musicaux. Parmi eux, il y avait des musiciens avec lesquels il se lia d'amitié. Et il rencontra son homonyme, un autre musicien qui jouait des reprises des Beach Boys et qui s'appelait Syd Barrett. Mais le nom Syd s'écrivait avec un I. C'est pourquoi il changea son nom et écrivit Syd avec un I. Une autre chose extraordinaire à propos de Syd Barrett est qu'il percevait le son comme une forme. Chaque son, en effet, avait pour lui une forme spécifique, ou des formes qui se déplaçaient, qui évoluaient, et c'est précisément à cette époque qu'il commença à faire un usage excessif de cannabis. Justement parce que, et c'est aussi un facteur culturel, il était convaincu que fumer lui ouvrait l'esprit. Roger Waters demanda à cette époque à Syd de rejoindre l'Ihab de Psychera, le nouveau groupe qu'il avait formé, mais à cette époque, Gilmour s'était éloigné. Il n'était tout simplement pas là à ce moment-là. En 1965, malheureusement, Syd commença à expérimenter à dose cyclopéenne, LL. Et pensait qu'à l'époque, les doses étaient même jusqu'à 250 fois plus fortes que celles que l'on trouve maintenant sur le marché. Quoi qu'il en soit, en 65, toujours cette année-là, nos garçons ont rencontré Mike Leonard, un homme excentrique qui vivait en périphérie de Londres. Et donc, que fit-il? Il invita les Habdoob à vivre chez lui, justement pour qu'ils puissent avoir le temps d'expérimenter et de jouer, toute la journée. En effet, il croyait fermement au génie et au pouvoir de ce groupe qui était encore à ses débuts, voire même pas encore. Pendant ce temps, Bob Close, qui était l'un des guitaristes des Habdoob, et il a été contraint par son père de quitter le groupe parce que son père était convaincu que son fils devait travailler, faire un travail normal, un travail concret. Et ce groupe ne l'aurait jamais mené nulle part. Imaginez-vous, tant le père que le fils, combien ils ont dû s'en mordre les doigts pour le reste de leur vie. Nous arrivons à ma partie préférée, d'où vient le nom Pink Floyd. Depuis ce temps-là, il avait une passion dévorante, une obsession pour tout ce qui allait au-delà de la réalité tangible. Tout cela était amplifié par les substances qu'il consommait et à cette époque, il était très inspiré dans la peinture et il était... Dois-je réutiliser encore une fois ce mot? Il était obsédé par la couleur rose. De plus, il était passionné par l'astrologie, sauf que pour Sydney, les astres avaient la couleur rose et il les peignait ainsi. Et donc à cette époque, il répétait continuellement le mot pink en lui-même. Mais ce n'est pas la seule raison, en effet. Syd aimait énormément Pink Anderson, surnommé justement, et il était l'auteur de Carolina, bluesman.
Floyd, en revanche, vient de Floyd Concey, l'auteur de Working Man Blues, qui était aussi l'un des morceaux préférés de Sid. Et voilà, nous avons découvert le mystère. Les Pink Floyd s'appellent ainsi pour ces raisons. Tout ce qui concerne l'alunissage a inexorablement influencé la musique. Les gars, c'est-à-dire presque tout vient de là. Et la psychédélie. Et tout ce qui il y a eu après, donc nous pouvons parler aussi du rock des années 70 et pas seulement du rock. Mais ensuite, tout cela s'est étendu partout. Il suffit de penser au Kiss, à Marc Bolan, et je vous cite un personnage, un pour tous, chez nous en Italie, le premier Renato Zero, dont nous parlerons plus tard. Je voudrais consacrer un épisode précisément à cela, à quel point l'irruption de Marc Bolan astronautique a influencé et influence encore aujourd'hui. Même si nous ne nous en rendons pas compte, l'album The Piper at the Gates of Dawn, premier album des Pink Floyd, fut le premier album de l'histoire du rock psychédélique. Et cet album a porté la composante aspergerienne de Barrett à son apogée artistique. À l'époque, d'ailleurs, Roger Waters avait la capacité de savoir soutenir et supporter cette composante de Syd Barrett. Les choses changeront ensuite, malheureusement par la suite, mais à l'époque, c'était vraiment ainsi. Le groupe des Pink Floyd avait maintenant une composition presque parfaite. Waters, Mason, Wright et le leader Roger, surnommé Syd Barrett. Syd était désormais complètement lancé dans le monde de la musique. Toute la journée, il jouait, expérimentait. Il nourrissait malheureusement son esprit avec tout type de substances ou de psychotropes. À cette époque, il avait eu une relation avec Lindsay Corner, qu'il avait cependant quitté pour 2 autres filles, Jerry Spires et Carrie Ann. Mais son objectif principal n'était pas les femmes, c'était d'atteindre la connaissance métaphysique. Et à travers les substances, il expérimentait sur lui-même toutes sortes de variations. Mentales, Interstellar, Overdrive a complété le parcours en allant même au-delà. Techniquement, c'est le premier module de Space Rock, comme ce courant sera appelé dans les années à venir. Et il a été ravivé précisément, parce que seront les Pink Floyd une fois que Syd ne sera plus là. Les gars, à partir de maintenant, nous allons lentement nous plonger dans les motivations qui mènent à cela. Ils ont lentement conduit. Syd à l'aliénation sociale. En 67, Syd est désormais dépendant de tout type de substances. Les effets secondaires des drogues commencent à miner son appareil cérébral, le traînant vers ce glissement schizoïde qui prendra pleinement possession de son inclination autistique et constituera l'axe principal de sa nouvelle personnalité. La prédisposition génétique à un état d'être artistique, combinée à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, connaît jusqu'à cette phase une exaltation artistique au plus haut niveau, mais ce n'est qu'un feu follet. La parabole descendante est la conséquence de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Le génie de Syd a été de saisir la frénésie aérospatiale et de la rendre attrayante pour le marché musical. Ce fut un geste très courageux. Pour ceux qui sont passionnés par la filmographie de Kubrick, il sera facile de saisir toutes les similitudes que cela a avec la musique de l'époque des Pink Floyd. En effet, qui voudrait vraiment comprendre la musique des Pink Floyd? Et tout ce qui se passera dans les 20 années suivantes doit justement activer son activité à cette période. Puiser ces informations. Live at Pompeii, tous les concerts spectaculaires, les sonorités, les scénographies, les amis, et tout commence ici, tout commence avec Syd Barrett. Le groupe était désormais prêt à enregistrer le 2e album, espérant que le succès du premier pourrait être un fort élan pour obtenir un plus grand soutien du public. Syd passait des nuits blanches, à consommer de plus en plus de mandrax, à boire du JMB au Cax, à se plonger dans les tripes, dans l'acide. Tout cela fut suivi par la tournée
Imaginez un peu avec Jimi Hendrix et les expériences même. S'il faut dire une chose, vous pouvez revoir mon épisode sur Jimi Hendrix. Ce dernier ne laissait pas beaucoup de place au groupe. En effet, Tic l'était depuis longtemps. Ils étaient l'un des nombreux groupes de première partie qui se succédaient lors de cette tournée. Et Syd Barrett, à cette époque, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il ferait bientôt ses adieux définitifs à la musique. Il n'aurait jamais pu imaginer que son chemin se séparerait bientôt de celui de ses amis. Roger Waters, en revanche, l'imaginait bien. Il était complètement épuisé, vidé, exaspéré par les comportements de Syd Barrett. Ses accès de colère, chaque fois de plus en plus incontrôlables, étaient nombreux et très fréquents. Et en plus, il avait perdu la capacité de jouer devant le public. Il oubliait presque toujours les morceaux, n'arrivait pas à commencer les morceaux et son regard était inexorablement devenu absent. Imaginez qu'Hilbey a même exigé de changer le chœur pour l'enregistrement de Hugh Ben Blues. Il a remplacé les choristes par rien de moins que l'Armée du Salut. Une fois, il s'est présenté à une émission télévisée en pyjama, après quoi, il a décidé de ne plus passer à la télévision. Seulement parce que John Lennon avait également décidé de ne plus apparaître. Et donc, il voulait faire la même chose. À la fin de 67, les choses se sont inexorablement aggravées. Souvent, lorsqu'il apparaissait en public, surtout sur scène, il simulait le playback et riait de manière hystérique. Et c'est là que Lindsay, l'ex-petite amie de Syd Barrett, a raconté à Roger Waters ce qui s'était passé. Après être resté chez lui, enfermé pendant 3 jours, Syd Barrett, il a sauvagement battu son ex-petite amie, parce qu'à la place de son visage, il avait vu un dragon et a essayé de la tuer. Alors Roger Waters a commencé à être vraiment désespéré. Il a d'abord parlé avec Alan Barrett, qui était l'un des frères de Syd Barrett, un médecin, et il lui a expliqué la situation en disant qu'il fallait absolument l'arrêter et le soigner. En toute bonne foi. Roger Waters a même contacté l'un des psychiatres les plus en vogue. À l'époque, un certain Dr Long, ce psychiatre qui était lui-même un grand alcoolique, a dit à Roger Waters que Syd Barrett surmonterait ses problèmes seulement s'il le laissait faire. Silence. Le docteur Long, qui après 17 heures était souvent allongé par terre à cause des vapeurs d'alcool. Évidemment, il ne comprit rien à la situation de Syd. Cela n'a fait qu'empirer les choses, car justement, Syd ne pouvait pas être soigné. À la fin de 67, Roger Waters a pris une décision définitive, peut-être, mais avec un déchirement au cœur. Les gars ne pensaient pas qu'il l'ait fait à la légère et David Gilmour était déjà prêt. Le 3 janvier 68 marqua l'entrée officielle de David Gilmour dans les Pink Floyd. La chose fut officialisée et annoncée aussi à Syd Barrett, qui initialement ne réagit pas. En février 68, le groupe, désormais libéré de Syd Barrett, se produisait à l'Imperial Bedroom. Et c'est incroyable comment Syd, qui oubliait les lieux, les circonstances, qui ne respectait pas ses engagements, avait pris connaissance de la performance de ses anciens amis. Imaginez qu'il a apporté sa Fender et a essayé de monter sur scène, non? Mais Roger Waters, avec toute la délicatesse du monde, mais aussi avec toute la fermeté du monde, l'a fait descendre, l'a accompagné en bas. Il a essayé, oui, à sa manière, de renouer les liens, de réparer. Il a demandé une rencontre avec le groupe et il l'a fait cependant par l'intercession de leur manager, de Jenner. Entre mars et avril 68, il semblait que Syd s'était légèrement remis, il était plus concentré, le genre était convaincu, il savait que c'était lui le véritable talent immense. Et ainsi, on a pensé à une carrière solo pour Syd Barrett. Au fond, il semblait que suspendre l'acide lysergique avait suffi pour ramener Syd à une meilleure situation. Le problème était que même quand Syd semblait aller bien, il faisait soudainement des choses horribles. Une fois, il est allé
jusqu'à éteindre des mégots de cigarettes sur le corps de Lindsay et elle était malheureusement piégée dans cette relation toxique. Lindsay racontera que Syd Barrett passait de toute façon la plupart de ses journées à fixer le mur et il voyait probablement ou croyait qu'il y avait des choses dans la pièce. Une fois, il décida qu'il était temps de punir sa petite amie et il lui brûla tous ses vêtements. Ce fut à ce moment-là que Lindsay prit conscience et trouva la force de partir, de s'enfuir. Syd ne vécut absolument pas bien cet abandon. Et donc, que fit-il? Il commença à se droguer à l'héroïne. Sans Pink Floyd, sans Lindsay, cette fin de l'année 1968 vit Syd Barrett vivre comme un ermite. Cependant, il alla vivre ensemble, à partager l'appartement avec un personnage qui deviendrait lui aussi un artiste très célèbre, à savoir Dougie Field. Ils allèrent vivre à Hills Court Square, qui à l'époque était un quartier presque inconnu en pleine expansion, et qui est maintenant l'un des quartiers les plus branchés de Londres. Dougie racontera que entre les deux naquit une grande affection, mais que malgré tout, la cohabitation était très difficile. Syd, il dormait toute la journée, tandis que Dougie était très motivé et concentré sur lui-même, justement parce qu'il voulait faire carrière, alors que Syd, au contraire, se détériorait inexorablement. Durant cette période, il commença à souffrir d'hallucinations auditives. À cette époque, cependant, Syd Barrett, toujours très beau, était entouré de filles qui se proposaient volontairement à lui. Il avait une relation avec Gayla Pitton, mais en plus de cette Gayla, il fréquentait aussi la splendide Iggy Roger. C'est à cette période que naquirent les premiers textes pour son album solo. Revenant à Roger Waters, nous ne devons jamais penser que ce fut une période facile pour lui. Au contraire, ce fut l'une des pires de sa vie. Et c'est justement Barrett Schroeder, qui était un très jeune réalisateur français, qui a offert à Pink Floyd le moyen de sortir de cette crise désespérée. En effet, le réalisateur avait écouté les premiers morceaux et a apprécié le style Rumours de Pink Floyd. Il proposa donc au Quatuor de réaliser la bande originale de son premier film. Il en est né Soundtrack, From the Fillmore, qui a réussi à entrer dans le top 10 britannique. Le premier album solo de Syd Barrett s'est révélé être un véritable chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de la musique psychédélique. David Gilmour a assisté à la production de l'album. Il semblait que tout se mettait en place, donc les Pink Floyd revenaient sur la bonne voie. Syd Barrett avait produit un chef-d'œuvre et était également allé se ressourcer pour se retrouver, pour se désintoxiquer. Mais malheureusement, Barrett, le deuxième album de Syd, fut un véritable échec. Ce fut le véritable grand dévastateur, premier échec, qui marqua définitivement Syd. Il faut penser à ceci, que ce qui pour une personne normale, passez-moi l'expression, peut être douloureux dans une personnalité comme celle de Syd, était amplifié 1000 fois. Une fois avec sa petite amie Gayla Syd, il était chez Harrods à Londres pour faire des courses et il rencontra Roger Waters. Imaginez que dans le visage de Roger Waters, il a vu un monstre, un spectre. Il a crié « Nakete » devant tout le monde au centre et a jeté ses achats par terre, s'enfuyant à toutes jambes. Et c'est justement à la suite de cet événement que la mère de Syd Barrett, qui à partir de maintenant jouera un rôle à ramener son fils à la maison, chez un neurologue, un vrai neurologue, un docteur, avec un D majuscule. Malheureusement, ce docteur a dit à la mère qu'il n'y avait rien à faire, que le cerveau de Syd était désormais trop compromis. Une grande partie des neurones avaient été érodés et il n'était plus possible de les reconstruire. Bien sûr, avec les bons médicaments et la bonne thérapie, on pouvait endiguer ces états de malaise, ces délires, mais cela ne devait pas mener à penser à 2 jours complètes, absolument pas. Dans ces moments de lucidité, Syd rêvait de changer de vie, de devenir médecin comme son père, d'avoir des enfants, une famille avec sa fiancée Gayla.
qui plaisait beaucoup aussi à la mère de Sid. En effet, Gayla était une fille très douce et ainsi la mère de Sid, dans un éclat d'espoir. En 1970, elle organisa un dîner avec les parents, avec la famille de Gayla pour parler du prochain mariage. Imminent, des jeunes. Le dîner semblait se dérouler pour le mieux quand à un certain moment, Sid se leva et pris dans un acte de colère, aveugle. Il renversa toute la sauce sur Gayla. Elle, la jeune fille, le regarda horrifiée, tout comme les parents. Sid courut à la salle de bain, s'enferma et se rasa. Les cheveux, rasa la moitié de sa tête. À ce moment-là, les parents de Gayla, là, ils l'ont traînée. Et la jeune fille, par désespoir pour trouver aussi la force de sortir de cette situation désormais irrémédiable, imaginait qu'elle s'est installée dans un petit village à 100 km de Londres. Sid n'a jamais accepté cela. Il a essayé de réparer, a essayé de l'appeler, de la retrouver, mais la jeune fille, à ce moment-là, était déterminée. Vous pouvez imaginer, c'était une autre rechute dévastatrice et définitive. Après avoir rompu avec Gayla de cette manière terrible, Sid Barrett s'est enfermé dans un sous-sol. En 71, ce fut la sortie définitive de Sid, de la notoriété. Nick Rock pour le magazine Rolling Stone. Il a réussi à l'interviewer par pur hasard et Sid lui a dit que justement, Sid Barrett était mort. Et à partir de ce moment-là, il était redevenu Gates Roger. Sid, à cette époque, passait ses journées dans le noir, enfermé dans un débarras. Il devait effacer de sa mémoire tout ce qui s'était passé. Avant et de 69 à 71, les Pink Floyd se sont imposés comme un élément crucial du rock psychédélique. Le long fil de Pénélope qui les gardait attachés à Sid trouva justement en 71 son apogée avec la demande de Stanley Kubrick d'utiliser Atom Heart Mother pour la bande sonore de Orange Mécanique. Roger Waters se refusa, tandis que Michelangelo Antonioni fit confiance au groupe pour la bande sonore de son film. Mais ce fut Mark Side of the Mason qui donna aux Pink Floyd une consécration épique. Les membres des Pink Floyd étaient maintenant devenus riches, très riches, vraiment très riches. Cela n'empêcha cependant pas le fait qu'une rupture inévitable se produisait entre David Gilmour et Roger Waters. Mais ils voulaient tout de même se rapprocher de la perfection. Ainsi, alors qu'en 1975, ils travaillaient sur Wish You Were Here, vers 11 heures du matin, alors qu'ils étaient en studio d'enregistrement, un homme entra, un homme gros et sans sourcils. Personne n'y prêta trop attention. Cet homme avait justement un grand imperméable et une pochette avec du dentifrice et une brosse à dents. Dès qu'il entra, la première chose qu'il fit fut d'aller aux toilettes et de se brosser les dents à plusieurs reprises. Richard Wright ne le reconnut même pas et pensa qu'il s'agissait d'un fonctionnaire de la EMI. Tout le monde fut bouleversé en réalisant avec beaucoup de difficulté que c'était Syd Barrett et David Gilmour. Réussit à retenir ses larmes de justesse. Rien de cette beauté magnétique n'était resté dans ce regard vitreux, dans ce visage joufflu, dans ce ventre gigantesque. Syd mangea avec ses anciens amis qui lui posaient doucement des questions, mais il n'était pas capable de répondre directement et concrètement. Il avait justement le regard perdu dans le vide et parlait en disant des choses. À un certain moment, il fut temps de retourner enregistrer et Syd demanda à Roger quand il entrerait avec sa guitare. Roger, involontairement, marqua une autre coche négative dans l'esprit de Syd parce qu'il lui répondit de manière très ferme. Syd, la guitare, ici il n'y en aura pas. Syd ne dit rien, mais il ressentit probablement quelque chose. Une douleur inimaginable. Il alla aux toilettes, se brossa à nouveau les dents et disparut, cette fois pour toujours. De 75 à 82, on n'eut plus de nouvelles de Syd. Barrett au point que beaucoup de gens commencèrent à penser qu'il était mort. En réalité, Syd était vivant. Il recevait régulièrement ses royalties, mais il n'accordait absolument aucune importance à l'argent. Et tous ses problèmes s'étaient amplifiés. Il ne supportait pas les bruits, il ne supportait pas d'être touché, il restait enfermé dans le noir pendant des heures. Sa mère et sa sœur subvenaient à tous ses besoins. Il était
surveillé par sa mère en permanence comme s'il était un petit enfant. Le silence fut rompu en 82 grâce à 2 journalistes français, très courageux, très audacieux, qui par toute une série de coïncidences réussirent à approcher Sid et même à entrer chez lui. Ces journalistes réussirent à trouver l'adresse de la maison de Syd Barrett. Et par hasard, coïncidence, le portail du jardin était ouvert. Et ils entrèrent sous prétexte d'avoir trouvé des chemises de Syd Barrett dans la rue. Et ils le virent, au loin. La mer, étrangement, était tournée et leur tournait le dos, justement à ces journalistes, et elle était en train de cultiver, de couper des roses, et Sid. Cette fois-là, il s'approcha. La mère, à ce moment-là, se rendit compte de leur présence, mais elle les laissa faire tout en surveillant. Sid avait maigri, mais il avait aussi beaucoup vieilli. Il apparaissait comme un homme fatigué, dégarni, petit, toujours avec ce regard vitreux. Cependant, les journalistes réussirent à lui poser des questions. Ils lui demandèrent s'il peignait, il répondit que non. Il leur dit aussi qu'il avait subi une opération sans préciser et ajouta qu'il ne pouvait pas aller faire la visite de contrôle pour cette opération, parce qu'il y avait une grève des trains, mais il ne savait pas quand cette grève des trains se terminerait. On lui demanda s'il jouait encore de la guitare et cela le mit un peu en crise. Il dit « Non, 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 je n'arrive plus à jouer, je ne peux pas. » La seule chose qu'il arrivait à faire était de regarder la télé. Toute la journée, il commença à jouer avec le linge que ses journalistes lui avaient apporté et il dit qu'il commençait à être très fatigué, que cette chose, c'est-à-dire cette petite interview, ces quelques bavardages étaient pour lui une source de fatigue énorme, mais il fut très gentil, les remercia et à ce moment-là, il entra en jeu. La mère qui, sous un prétexte, appela Sid, l'invitant à boire une tasse de thé et à saluer ses amis, journalistes. Malheureusement, à partir de ce moment, comme le racontera sa sœur, Sid perdit lentement même la capacité de reconnaître les personnes, même celles qui lui étaient les plus chères. Il n'arrivait plus à identifier la physionomie des visages. Et ce fut le morceau que Roger Waters dédia à Sid. Je vous cite une partie du texte. « Et toi, qui te tiens debout parmi les regards des gens avec les jambes endolories et le sourire de plus en plus faible, peux-tu m'entendre ? » Le protagoniste parle avec lui-même et de lui-même de sa souffrance à être dans le public, à vivre le malaise de la surexposition. Mais c'est aussi la énième prière que Roger adresse à son ami Sid. « Veux-tu m'aider à porter ma pierre ? Ouvre ton cœur, je rentre à la maison. » C'est ce que Roger dit à son ami Sid. À l'époque, Roger Waters était de plus en plus déprimé et détestait le star system. L'image du mur comme interposition entre les relations humaines frappe la conscience de Roger, qui analyse la disharmonie entre les hommes, leur distance perpétuelle, l'impossibilité de surmonter les obstacles que l'homme lui-même crée sur son chemin. Et c'est de là que naît le personnage de Pink, entièrement inspiré par Roger Waters. Cependant, je voudrais parler de la discographie et de l'histoire des Pink Floyd dans un autre épisode. Quoi qu'il en soit, The Wall est le dernier hommage que Roger rend à Sid. Le cochon Algie, le cochon qui survole le ciel, le mur de polystyrène qui sépare le public du groupe. Et c'est ici que se produit la rupture définitive des Pink Floyd. Mais ça, les gars, je le répète, c'est une autre histoire. Sid, comme déjà dit, a souffert pour le reste de sa vie d'hallucinations auditives. Il n'a jamais été hospitalisé, mais il devait prendre des antipsychotiques et pour toujours. Sa condition était néanmoins gérable et compatible avec une gestion familiale. Une chose que je n'ai pas mentionnée auparavant est que Sid marchait sur la pointe des pieds. Il avait une démarche très particulière qui était identique à celle de son père Max, et que pour les experts, cela est attribuable au syndrome d'Asperger. Cela le rendait extrêmement fascinant. Et penser qu'au cours de son exil jusqu'à sa mort, cette démarche s'était beaucoup accentuée. Dans les récits de ses amis, un autre aspect particulier de la condition de Sid apparaît immédiatement. En effet, il a toujours eu d'énormes difficultés, peu de familiarité avec les affaires concernant le quotidien. Il changeait en effet rarement de vêtements et portait un même pantalon pendant 2 mois d'affilée. De plus,
Il n'arrivait pas à faire les choses les plus normales, il en est arrivé à presque brûler toute la maison parce qu'il n'avait pas réussi à faire frire des pommes de terre dans une poêle. Et pourtant, même s'il ne savait pas faire frire des pommes de terre, les gars, il était une véritable fabrique d'émotions. Peut-être que Sid lui-même n'a jamais compris à quel point son art était grand et combien sa musique a contribué à changer le monde, les gars. Oui, à changer le monde. Oui, parce que la musique détermine les émotions. Et ce sont les émotions qui font avancer le monde. Syd Barrett a vécu dans un isolement complet. Les 35 années suivantes de sa vie reclus dans sa maison de Cambridge. Il s'est éteint le 7 juillet 2007 à cause d'une tumeur au pancréas et il est parti en silence dans une complète aliénation et solitude. Et il ne se souvenait plus de toutes les personnes qu'il avait aimées et qu'il avait aimées. Je me souviens très bien de cette année 2006. Je me souviens très bien du moment où j'ai reçu la nouvelle de la mort de Syd Barrett. Jusqu'à ce moment-là, cependant, les gens ne l'avaient jamais oublié. Mais après sa mort, sa figure continua, voire devint encore plus obsédante pour les fans, comme je l'ai dit au début, pour les fans plus jeunes et aussi pour ceux moins jeunes. Que dire les amis, nous sommes arrivés à la fin. Même pour cet épisode, j'ai enfin réussi à parler de Syd Barrett et il m'a été impossible de tout aborder, car chaque note, chaque tableau, chaque mot qu'il a écrit devrait être étudié pendant des heures. Et je remercie énormément Mario Campanella, auteur d'un livre magnifique, ce livre ici, que vous trouvez sur Amazon en italien, qui est une biographie merveilleuse de Syd Barrett, dans laquelle l'écrivain, qui écrit de manière excellente, analyse de nombreuses choses que d'autres écrivains ont laissées de côté, pour ainsi dire. Donc, je vous le recommande si vous avez envie de vous plonger vraiment dans la psychologie de Syd Barrett. Cela dit, les amis, je vous envoie une étreinte, l'habituelle étreinte qui entoure, et on se voit au prochain épisode. Salut!